Bonjour tout le monde, bienvenue sur notre cinquième épisode de House of Fabric, accompagné aujourd'hui d'Alexandre, comme et toujours, mais surtout accompagné d'un invité spécial, Kevin Rocher, qui nous vient directement de chez Microsoft. Donc un épisode plus que particulier parce qu'on a les parents de Microsoft Fabric qui sont avec nous aujourd'hui. Mais avant ça, Alexandre, comme à notre habitude, comment vas-tu? Comment ça se passe de ton côté en ce moment? Écoute, je vais très bien. Beaucoup de projets, toujours sur un gros projet sur Fabric. J'apprends tous les jours et du coup, ça va être bien parce qu'aujourd'hui, on va en parler avec Kevin. Et toi, et vous même, comment vous allez? Mais écoute, moi ça va super. Et toi, Kevin? Moi, ça va super. Je suis toujours pas content de parler autour des solutions Fabric ensemble. Donc voilà, mais bonjour à tous et aussi enthousiasme sur Fabric. Ben, en tout cas, Kevin, bienvenue. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation à Alex et moi. Merci d'être parmi nous. Kevin, on va parler aujourd'hui de ton parcours, de chez Microsoft, de ce que tu as fait, de ta vision autour de Fabric, des notions autour de la sustainability, de l'ESG, plein de sujets autour de Fabric et de ton parcours au sein de Microsoft. Aujourd'hui, Kevin, tu es Senior Global Solution PDM Azure. On en rigolait juste avant parce que c'est vrai que c'est un nom. J'ose pas imaginer les repas de famille quand tu dois expliquer à ta belle-mère ou à tes amis ce que tu fais chez Microsoft, mais c'est un nom très embelliqué. Je te propose, Alexandre, qu'on laisse Kevin se présenter tout simplement à nos éditeurs. Voilà, mais avec grand plaisir, je vais l'expliquer en deux mots, et ça va être très simple. Déjà, je suis belge, donc si vous entendez un petit accent belge, c'est normal. C'est un petit accent charmant du Nord, hein, on va dire ça comme ça. Mais oui, comment je le présente à ma famille? En fait, en Global Solution PDM Azure, il faut savoir aussi qu'à Microsoft, on a des différentes organisations. Des organisations plutôt orientées industrie et clients. Et tu as des organisations aussi en interne plutôt orientées partenaires. Donc, je suis vraiment dans l'organisation GPS, donc Global Partner Solution. Et en fait, comment je l'explique? En fait, j'explique à ma famille que en fait, je suis un account manager pour partenaires. Et c'est beaucoup plus simple, avec un focus sur le cloud Azure. Et ma particularité de mon rôle, ben, je suis global. Donc, je gère des partenaires globaux chez Microsoft qui ont du business avec nous partout dans le monde. Ça peut être en Amérique, ça peut être en Europe, ça peut être en Asie. Et l'idée, ben, c'est de monter des stratégies ensemble autour d'Azure et d'aller adresser le marché et les aider, les supporter dans leur succès autour de Azure. Ok, et peut-être pour préciser, quand on parle de partenaire, c'est quoi exactement? Alors moi, je connais la notion du coup parce que pour la petite histoire avec Kevin, on a travaillé ensemble. Moi, je porte une offre côté Microsoft Analytics chez Delaware et Kevin était avant mon contact principal. Mais Kevin, quand on parle de partenaire chez Microsoft, on parle de quoi exactement? Alors, c'est une notion importante aussi chez Microsoft. Il faut savoir qu'on travaille avec des systèmes intégrateurs, des local SI aussi, ou globaux, qui vont nous aider à vendre nos solutions auprès des clients, en fait. Donc ça, c'est un aspect qui est important. Microsoft vend une petite partie en direct, on va dire, au pay as you go, mais le Mhm. principal du business se fait via des partenaires qui montent des expertises et des compétences et qui vont aider les clients à faire le design et l'implémentation de toutes les solutions Microsoft. Ouais, on va pas faire tout le catalogue ici, mais il y a énormément de solutions et il y a besoin d'expertise pour aider à accompagner le client à monter leur projet, à avoir le succès dans l'utilisation du produit. Ok, super, Clair. très clair. Et du coup, c'est des partenaires qui sont certifiés, j'imagine, après. C'est important d'avoir ces certifications. Pourquoi? Parce qu'on voit aussi sur le marché, mais les demandes deviennent de plus en plus précises et pointues. Ici, on va parler data and AI, ça peut être sur de l'infra, ça peut être sur de la productivité, le workspace aussi, ça peut être sur du CRM, de l'ERP, et tout se spécialise et devient, je vais dire, un peu plus, je vais dire, complexe. D'où l'importance que les partenaires se forment et créent des spécialisations au sein de Microsoft pour pouvoir montrer que, en gros, ils ont passé les standards Microsoft et un gage de qualité auprès des clients. Et c'est aussi bénéfique aussi pour Microsoft. Comme ça, nous, on peut aller adresser le marché sur tous ces sujets. Oui, c'est vrai que du coup, ça permet à Microsoft d'avoir un annuaire finalement de partenaires pour après voilà, rediriger aussi en fonction du besoin. Parce que j'imagine que parfois, vous avez peut-être aussi des contacts en direct, peut-être de clients qui ne savent pas trop comment s'y prendre. Et dans ce cas, vous les Exactement. renvoyez vers des partenaires associés.
Exactement, nous, on a un écosystème qui est très riche. Il ne faut pas oublier que le système de channel, comme on dit, de partenariat, ça a été un peu inventé par Microsoft il y a plus de 30 ans. Donc ça, il ne faut pas l'oublier, le mettre en contexte aussi également. Je pense qu'aussi, de mon côté, c'est important que le client puisse avoir le succès sur ses projets. C'est bénéfique pour tout le monde. Et ça permet aussi d'adresser toute la stack Microsoft. Et c'est ça la force qu'on voit de Microsoft actuellement, c'est que on est un peu sur tous les sujets, en fait, si je Mm. dis les choses simples. Et c'est ça notre force actuelle, mais on a besoin de partenaires spécialisés pour chaque pilier et produit que nous proposons auprès de tous nos clients au niveau global. Ok. Super. Et peut-être, Kevin, ce qui serait intéressant avant de parler de fabrique, etc., c'est un peu de faire un récap sur ton parcours chez Microsoft, même dans ta vie professionnelle, tout simplement. Je pense que c'est intéressant et j'aime bien toujours partager aux gens parce que bah, ça peut inspirer des gens aussi. Et moi, je viens pas de la tech à la base, donc c'est important. J'étais plutôt dans le milieu financier, grâce à mon père, on va dire ça comme ça, qui m'a un peu influencé autour du marketing, de la finance et de la vente. Et pour vous dire, ben voilà, j'ai fait des études comme tout le monde à l'université, etc. J'étais en Belgique et je travaillais beaucoup plus dans l'événementiel en fait, pas dans l'économie, la vente, vraiment ce que j'aime faire. Et à un moment donné dans ma vie, je me suis dit, ok, j'ai de l'ambition, j'ai envie aussi, je suis à demi-sang irlandais, Mhm. donc ma mère est irlandaise, et je me dis, voilà, j'ai deux options. Soit je reste en Belgique, et moi je suis un petit gars de la province, on va dire ça comme ça, de la campagne. J'ai deux options. Soit je vais travailler à Bruxelles, à la capitale, ou soit je vais dans un autre pays. Et Bruxelles ne m'attire pas. C'est une Mhm. question de choix personnel. Donc je me suis dit, ok, il faut que j'aille dans un autre pays. Et c'est là où, en fait, la motivation est venue naturellement, par curiosité, de se dire, ok, quels sont les pays en Europe sur lesquels je pourrais aller, qui m'intéressent. Et j'ai toujours été un fan de la tech, en fait. Aussi également un peu geek. Et j'ai cet aspect commercial en l'occurrence. Donc je me suis dit, ok, je suis irlandais. C'est peut-être l'occasion de se dire, voilà, j'ai toujours été en Irlande chaque année pour voir la famille. Mais là, c'est l'occasion de le vivre. Back to the roots, comme on dit Mhm. en anglais. Et vraiment vivre cette expérience irlandaise. Et en faisant un peu, en épluchant un peu le marché, ben, je me suis dit, ben voilà, il y a toute la tech qui est en Irlande. Il y a beaucoup de headquarters qui sont basés à Dublin. Mhm. C'est l'occasion, Kevin, de prendre ton courage à deux mains, parce que c'est pas facile. Il faut quitter tous ses amis, toute sa vie, ses habitudes, et de se dire, voilà, il faut que je fasse du changement dans ma vie et aller chercher cette opportunité, quitte à sortir de ma zone de confort. Et en fait, j'aime bien partager ça avec les gens parce que pour moi, cette expérience m'a permis de m'ouvrir des portes à beaucoup de choses, mais également de grandir personnellement, en fait. Mhm. Je n'aurais jamais eu cette curiosité d'être expert sur des sujets et d'arriver au rôle de Global Solution PDM Manager pour Microsoft. Je Mhm. suis passé par Google, je suis passé par Citrix et maintenant je suis chez Microsoft. Et toute cette expérience m'a enrichi personnellement. Donc, moi, je dirais, pour résumer en deux, trois mots, voilà, soyez ambitieux. On peut tomber, mais on peut aussi grandir. Mhm. Donc, et il faut voir l'histoire aussi, ben, le verre à moitié vide et à moitié plein, en fait. Et je pense qu'aussi, il faut pas avoir peur aussi de prendre son courage à deux mains et de se dire, voilà, moi, l'expatriation, ça a marché pour moi, ça m'a grandi. Et ça m'a permis de sortir de cette zone de confort et me renforcer d'un point de vue personnel pour atteindre ce niveau de seniorité. Mais ça demande beaucoup de travail. C'est pas en 2 jours qu'on arrive à ce stade-là. Et je le dis toujours à beaucoup de jeunes, je vais dire, voilà, c'est en construisant que vous allez arriver à ce niveau-là. Il faut prendre et saisir sa chance, en fait. Mhm. Ouais.
Nous, on dit en France, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Bah, c'est ça, hein. Il faut vraiment se. Alors, on va être vulgaire, mais nous, on dit surtout dans le sud se sortir les doigts. Je dirais pas le mot qui va après, mais c'est vrai que Voilà. quand on se donne les moyens et c'est vrai que bah, y a aucune raison que tu échoues. Et même si tu échoues, c'est pas grave. Tu t'es donné les moyens de le faire. Et par curiosité, Kevin, tu as quel âge? Moi, j'ai 35 ans maintenant. Voilà, t'imagines à 35 ans le poste que tu as et le parcours que tu as aussi, c'est assez impressionnant et inspirant surtout. Donc ça prouve qu'il ne faut pas avoir 50 ans ou 60 ans pour avoir des postes à haute responsabilité, typiquement, et d'avoir un impact sur des boîtes comme Microsoft, qui n'est pas la petite PME des petits villages de chez nous. Voilà. Donc Voilà, si tu as la volonté, que tu es enthousiaste et que tu as des valeurs aussi, c'est important, que tu as des valeurs humaines, je vais dire, ça va t'aider naturellement à t'ouvrir des portes. Et il faut se donner les moyens et le temps et la motivation aussi également. yes. J'avais une question, c'est du coup, qu'est-ce que tu as fait chez Google quand tu es arrivé? Ah, moi, j'ai aidé des clients à monter des campagnes, des tout nouveaux clients. Et en fait, on appelait ça un programme qui s'appelle Kickstarter. En gros, c'est les aider de A à Z à comment utiliser AdWords, comment monter des campagnes et utiliser Ok, Google Analytics. ok. Donc tu as Donc, rattaché au l'idée, c'est marketing en fait, direct. voilà, Ouais. c'était le pay-per-click, hein, mais c'est de le maximiser avec un bon ROI derrière et à monter des campagnes. Ok, clair, clair. J'avais aussi une question. C'est comment tu as fait du coup pour rentrer chez Microsoft? C'est quoi un peu la démarche déjà que tu as eue? Pourquoi Microsoft? Et puis surtout le process, comment il est pour rentrer chez Microsoft? Alors, moi, c'est particulier, c'est Microsoft qui est venu me chercher, on va dire ça comme Trop ça. bien, ok. Donc, je travaillais chez Citrix. J'étais un renewal spécialiste sur toutes les solutions cloud Citrix. Et c'est vraiment un manager qui a vu mon rôle et vu mon expérience qui m'a contacté. Donc, c'est une approche un peu plus particulière. Tu as deux moyens. Soit tu as une ouverture de poste et je vais dire, tu fais le job interview et tu as tout ce process-là. Moi, c'est directement le manager qui est venu me chercher en fait. Donc, je pense que ça m'a aidé beaucoup. Je vous l'avoue, c'est un peu peut-être par chance. Mais je vais être honnête avec vous aussi. Moi, quand je suis venu en Irlande, j'avais un plan. C'était de me dire, voilà, ça, c'est les quatre sociétés que je voulais travailler. Mhm. Et je le partage, hein. C'était mon objectif. C'était de dire, soit je travaille chez Google, je travaille chez Microsoft, chez LinkedIn, et à ce moment-là aussi, j'avais d'autres sociétés aussi que je voulais travailler. Mm. Et ça m'a permis de construire un plan et de me dire, ça, c'est mon objectif. Je suis passé par Google d'abord, ok. Mais à la fin, je pense que Microsoft correspond vraiment à ce que j'adore au niveau du cloud, de l'infrastructure, de la data. Et là, je m'épanouis pleinement, en fait. Et super. Ah, super intéressant comme parcours et ouais, même très, très inspirant. Donc, merci beaucoup pour ce petit Hmm. retour d'expérience. Je crois que les employés de chez Microsoft, on vous appelle les Microsofties, je sais plus comment on prononce ça. Microsofties, Ouais, oui, Microsofties, vous avez voilà. raison. Donc, t'es bien Microsofties du coup. Et depuis combien de temps, hein, si ça fait un petit Ça paquet fait de temps? presque 5 ans là. Voilà, c'est Donc, presque 5 ans. Ok. Et oui. justement, en 5 ans, tu as dû voir le monde technologique évoluer. Nous, on le voit sur le prisme consulting et chez nos clients directement. Et chez Microsoft, on voit que ça va vite, hein, ça va même très vite. Et ben, notamment avec l'apparition de Fabric qui redistribue vraiment, selon moi, les cartes dans les outils de data. On a beaucoup discuté, Kevin, toi et moi, sur nos projets clients et sur différents labs qu'on a pu mener ensemble. Nous, avec Alex, on aurait aimé avoir ta vision, justement, ben, ça a été quoi l'effet d'annonce autour de Fabric chez Microsoft? Comment ça a été annoncé? Comment ça a été pris aussi? Est-ce qu'il y a un engouement aussi fort que nous on le perçoit côté communautaire? Tu vois, c'est voilà, c'est de se dire, ça a été quoi l'embryon de tout ça? Je sais pas si tu as écouté notre quatrième podcast, notre quatrième épisode, mais on a reçu du coup les MVP et qui ont écrit le premier livre français sur Fabric et ils nous expliquaient que eux avaient eu évidemment des petites infos que un nouvel outil allait sortir qui ne s'appelait même pas à l'époque Fabric encore. Mais je pense que toi, Mhm. tu avais eu même des infos encore même avant ça, ou des choses qui devaient apparaître. Comment s'est passé justement cette annonce de Fabric chez Microsoft? Je vais dire, c'est particulier parce que c'est un peu arrivé, je vais dire, d'un coup. Ok. Mais
allez, on faisait déjà de la data and AI chez Microsoft. Mhm. Et ce qui est, on a toute une palette de produits qu'on poussait au sein de Microsoft. Tu as tout l'aspect Power BI que vous connaissez très bien, et tout l'aspect Synapse, je vais dire. Et puis, il y avait d'autres briques aussi. On travaillait beaucoup avec Databricks, par exemple, aussi, Mhm. pour intégrer aussi dans les solutions et offrir allez, une valeur ajoutée auprès des clients. Et je pense que le constat a été fait un peu du côté de Microsoft, c'est de se dire, OK, le monde de la data se complexifie, OK, pour des gestionnaires, des data analysts, des data scientists ou tout autre corps de métier. Il y a énormément d'outils sur le marché et ça complexifie l'utilisation pour le résultat final, en fait. Mhm. Et je pense que on est assez bon là-dessus, je vais dire, chez Microsoft. On prend un sujet, mais on va le masteriser, en fait. Je sais qu'il y a d'autres compagnies, peut-être tech, qui sont plutôt innovantes, aller vraiment ouvrir le marché. Nous, on va détecter ce potentiel en question et on va le masteriser en intégrant une solution de A à Z. Et ça, on est assez bon là-dessus. Et c'est le cas pour d'autres produits, hein. Mais je pense que le constat était là, en fait. Mhm. Et Fabric, en même temps, on voit l'intégration de la data and AI au quotidien, tant sur des outils de productivité M365, mais aussi l'utilisation de l'intégrer dans les infrastructures existantes. Ça peut Mhm. être n'importe quel public cloud, hein. Oui. Mais l'idée, c'était de se dire, voilà, on a énormément d'outils sur le marché pour la data and AI. Qu'est-ce que Microsoft peut proposer? Et c'est là que Fabric est sorti, en fait. Et au début, c'était un peu, OK, c'est quoi? Euh, Ça fait beaucoup de choses, la promesse est bien. C'était beaucoup en private preview. Mhm. C'est important aussi à savoir. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y avait l'idée qui était là du produit, mais aussi, il faut comprendre aussi qu'il y a énormément de complexité de gestion de la data et de l'IA. Mhm. Et je pense qu'aussi le produit, avec la communauté de data and AI enthousiastes, ils ont permis aussi de contribuer à la construction de ce produit. Et je pense que c'est un peu arrivé par étapes comme ça, c'est de se dire, voilà, on a le cas, on prend aussi des feedbacks du marché, de se dire avec des spécialistes, qu'est-ce qu'ils ont besoin. Et puis après, ça a été mis en public preview. Et là, ça a été un peu un boom, parce qu'en fait, beaucoup de data analysts ou même de partenaires Microsoft ont vu le potentiel de Fabric, en fait. Mhm. De se dire, il y a énormément de clients qui cherchent des solutions en SaaS, simplifiées autour du concept du One Lake, que vous êtes tous familiers, pour essayer de simplifier la gestion et le patrimoine des données des clients, en fait. C'est ça l'idée, en fait, à la base. Et comme Microsoft a beaucoup de clients existants, mais il fallait qu'on offre aussi une solution qui permette je vais dire, de faciliter le quotidien des clients autour du patrimoine de leurs données. Et je pense que c'est un petit peu allez, cette chronologie des choses par étapes qui fait que Fabric est un produit complet. Et c'est Mhm. encore en constante évolution, hein. Ah oui. Donc, il y a encore des private previews. Voilà, je ne vais pas le Ouais, dire exactement. je sais plus combien il y a de nouveautés qui sont sorties depuis la GA, mais même avant la GA, il y avait la partie de preview où tout le monde pouvait accéder sur des serveurs trial. Je crois qu'il y a eu plus de 300 nouveautés, upgrades, fonctionnalités qui ont été annoncées. Alors depuis la FabCon, n'en parlons pas. Et je présume qu'avec le Microsoft Ignite qui arrive là, le 19 ou 18 et 19, je sais plus, il va y avoir des annonces aussi. On sent que c'est en constante évolution. Donc, Je crois que c'est aligné au monde de la data and AI, en fait, qui est mhm. en constante évolution pour adresser les business cases des clients, en fait, hein. Donc, vraiment avoir une solution data-driven pour les entreprises pour pouvoir piloter et pouvoir optimiser leur investissement. Et ça, c'est un sujet à l'heure actuelle. Ouais, complètement. Complètement. Car ça vient en fait même un peu on va dire s'opposer à ce qu'on appelle la modern data stack avec ces multitudes d'outils. On en parlait un peu la dernière fois, Enzo, hein. C'est que on en a beaucoup entendu parler de dire bah je prends tel logiciel en ingestion, tel logiciel en stockage, tel logiciel en modélisation, etc. Et on connecte tout entre eux. Alors que là, on a affaire à un seul et même outil. Et Mm. du coup, c'est quand même un peu finalement différent de ce concept-là, quoi.
Voilà, et là-dessus, moi, ce que je voulais finir sur Fabric, mais je pense que ce qui est important, c'est que pour les clients ou des personnes qui sont intéressées sur Fabric, voilà, c'est un tout nouvel outil Microsoft. Maintenant, c'est full public. Soyez curieux, regardez un peu ce qui est possible de faire, parce que cette solution-là peut vous aider sur beaucoup de choses. Et je pense que en fait, la force, c'est que ça intègre 6 piliers, en fait. C'est la data intégration avec les Data Factory. Le deuxième pilier, c'est de la data engineering, anciennement Synapse. Mhm. Le troisième, c'est de la data warehouse, aussi également Synapse. Vous avez de la data science aussi qui était intégrée dans Synapse, mais avec l'aspect aussi business intelligence que vous connaissez très bien, Alexandre, je sais que tu es un spécialiste sur Power BI. Et on dit appliquer de l'observabilité, c'est la data activator sur Fabric. Et tous ces piliers-là rentrent dans une solution SaaS qu'on appelle Fabric. Et si vous rajoutez l'IA en plus, parce que Microsoft, je pense qu'on fait beaucoup de bruit sur l'IA, Ah vous oui. avez Copilot dans Fabric également Mhm. qui est intégré. Mhm. Et la force de tout ça, c'est de vraiment avoir un data management sous OneLake, on va dire, qui est la force de Fabric, avoir une donnée centralisée pour tous les data engineers, data analysts, data scientists ou décideurs au sein d'une entreprise qui peuvent consulter Copilot dans Fabric et aller challenger la donnée en fait. Et ça, je pense, c'est une force commerciale et le message qu'on a auprès de Microsoft. Après, on peut approfondir un peu le sujet, mais en gros, c'est un petit peu l'aspect de Fabric. Ouais, moi, C'est clair. je suis hyper en Mm. phase sur le vrai gros game changer, et je l'avais dit dans le podcast de chez Robin Conquet sur DataGen, c'est que le game changer, c'est en effet Copilot, mais en soi, presque ça, Microsoft, vous êtes en avance de phase sur la partie assistant virtuel, orienté IA, etc. Avec Copilot, vous êtes clairement en avance de phase, mais tout le monde s'y met. Par contre, la partie OneLake, données centralisées, c'est vraiment unique sur le marché. D'avoir cette couche unique où tout le monde a accès, tout le monde consomme la même donnée, au même endroit, au même format, sans même s'en rendre compte. C'est surtout ça qui est fort, c'est que sans même s'en rendre compte, un data engineer va alimenter un data warehouse directement sur Fabric, mais derrière, ça alimente en fait votre OneLake. Donc, le data scientist peut récupérer ces données, faire ses modèles de machine learning par-dessus, sans pour autant réfléchir, est-ce que j'ai la licence, est-ce que j'ai accès au serveur, et tout ce que ça implique. Non, là, c'est unifié, simplifié, et surtout rationalisé dans OneLake. Donc, pour moi, le gros game changer, je te rejoins, Kevin, c'est vraiment cet aspect-là. OneLake, et j'insiste dessus parce que Copilot, c'est pas accessible à toutes et tous sur Fabric, parce qu'il faut un niveau de licence F64 minimum. Et c'est vrai que ça peut commencer à être vite un gros budget, la F64. Donc, mais voilà, c'est un réel intérêt, je pense, cette partie OneLake sur laquelle il fallait insister. Exactement, et on n'a plus des copies dans 10 data centers ou 10 allez, locations ou des lieux différents. Il faut synchroniser toutes ces datas-là dans 10 lieux différents pour s'assurer qu'elle est à jour ou autre. C'est toute la notion du One Lake, en fait. C'est centraliser son patrimoine de données. Beaucoup d'entreprises étaient dans la phase Big Data, donc il fallait avoir des données pour faire de la décision. Mais maintenant, ils se retrouvent dans un problème de luxe. Ils ont trop de données Mais oui. et ils ne savent pas les chercher dans la donnée. Et c'est là où la solution Fabric, avec tous les connecteurs disponibles, il y a énormément avec Power Query de Azure, vous pouvez connecter avec des connecteurs SAP ou toute autre solution, ou MySQL ou tout autre type de data warehouse que vous avez, et vraiment consolider sur un One Lake. Et en fait, on voit aussi dans des cas pratiques clients que la performance aussi au niveau des reporting, du refresh et de l'accessibilité de la donnée, s'accroît en fait. Et je pense que ça, c'est une force pour une entreprise aussi. C'est pour ça qu'on veut avoir une solution data-driven. C'est au moment T, je veux comprendre ce qui se passe dans mon entreprise sur plein d'indicateurs, hein. Et il ne faut pas l'oublier que dans Fabric, ces indicateurs de patrimoine de données, il y en a 5 exactement. Ça peut être des indicateurs de données que vous collectez au niveau environnement. Là, je vais repartir sur la partie ESG qu'on va approfondir un petit peu après. Vous avez la partie sociétale d'une entreprise, le nombre d'employés, le nombre de congés, ou le nombre de maladies, ou quoi que ce soit qui aide au pilotage d'une entreprise. Vous avez de l'aspect de gouvernance, je vais dire. Donc,
et de biodiversité. Ça peut être différentes régions d'une entreprise. Si une entreprise a des implémentations au Canada et ils sont basés en France aussi également, et ils peuvent coordonner toutes ces données dans un One Lake et la centraliser. Mhm. Et il y a tous ces aspects aussi. Le dernier pilier, c'est le business area qu'on appelle ça. Donc, c'est tout ce qui est lié aux performances de l'entreprise. L'équipe sales remonte des datas. Tu peux le centraliser dans un One Lake. Je vais dire l'équipe engineering a des datas. Tu peux le centraliser dans un One Lake. Tout type de corps de métier dans une entreprise peut centraliser ces données. Et cette donnée est consultable par, je ne vais pas dire toute l'entreprise, hein. Il faut quand même que ce soit des administrateurs qui les gèrent. Mais je pense qu'aussi, c'est la force, c'est de se dire, voilà, j'ai cette donnée centralisée. Et après, avec mes data engineers, mes data analysts, scientists, je peux aller utiliser cette data, je peux construire des reports Power BI ou autres en fonction de la demande au quotidien. Si l'équipe de ressources humaines me demande, écoute, il faudrait qu'on ait un reporting plus approfondi sur un sujet par rapport à nos employés, Mhm. le data scientist ou analyste ou autre peut aller rapidement aller chercher cette donnée-là et créer un Power BI report. Et ça permet d'être beaucoup plus réactif et un gain de temps aussi pour ces personnes-là qui peuvent se concentrer aussi sur leur cœur de métier. Donc, euh, donc voilà, et il ne faut pas l'oublier aussi, ce qui est important, Microsoft, on accorde aussi une importance, c'est Secure by Design qu'on appelle ça. Donc on investit énormément dans la sécurité, mais ce qui est important aussi, Fabric est lié à Purview aussi, tout ce qui est data governance et la sécurité. Donc vous avez votre One Lake et vous pouvez mettre en place une data governance avec on the top la sécurité pour s'assurer que ces données-là sont sécures et bien centralisées. Super intéressant. Franchement, on pouvait. Amen, je dirais même. On n'aurait pas dit mieux. Ouais. Alex, une petite question en plus? Non, 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 pas de question. Je pense que c'était très clair. Comme je dis, on n'aurait pas dit mieux. Super prêt. En tout cas, c'est très, très, très clair. Et J'espère que tout le monde a bien compris, du coup, l'enjeu de l'intérêt, Fabrique. c'est ça. Et ben justement, on peut peut-être, parce que je vois qu'on avance tout doucement vers la fin du podcast, et on peut peut-être parler d'un sujet hyper important, Kevin, qui est la partie Sustainability ESG dans Fabric, parce que voilà, comme on le disait, Fabric, c'est une plateforme faite pour ingérer de la donnée, la transformer, la restituer aussi. Et quand on parle de données, ben on parle de données aussi qui tournent autour des enjeux environnementaux. Donc Exactement. ESG, je ne vais pas m'aventurer à reparler de ce qu'est l'acronyme parce que je ne l'ai pas dans le détail et Apolline me taperait dessus. Apolline qui Non, est ça, je vais voilà, t'écouter. Apolline qui est la porteuse d'offres côté Delaware sur les sujets sustainability justement. Mais on voit qu'il y a un réel intérêt parce qu'il y a des enjeux déjà de temps, parce qu'il y a de nouvelles lois qui arrivent et qui sont déjà là, hein, qui vont imposer aux entreprises de faire des bilans carbone pour la partie zéro émission, etc. Et tous ces bilans carbone, tous ces bilans autour de la sustainability, vous allez les faire avec de la data. Et cette data, ben, il faut la stocker, il faut la gérer, il faut la restituer. Et évidemment que Fabric, de ce que tu nous disais, Kevin, dispose de solutions. Alors déjà, il dispose de Fabric lui-même parce que c'est un outil qui gère de la donnée. Mais de ce que j'ai compris, il y avait des outils dédiés dans Fabric pour ça, justement. Ex- on est aligné. En fait, ESG, ça veut dire environnement social et gouvernance, en fait. Hmm. Donc, ça permet aux entreprises de piloter tous ces impacts, je vais dire, environnementaux qu'une entreprise a. On va faire très large, mais vous avez différents scopes, en fait, hein. Mhm. Vous avez un scope 1, c'est des émissions directes. Un scope 2, indirect, quand vous consommez de l'électricité ou autre. Et un scope 3, c'est quand vous travaillez avec des fournisseurs pour intégrer votre impact carbone ou impact sociétal ou environnemental de votre société. Et c'est un sujet qui est très important chez Microsoft. Pourquoi? Et après, je vais revenir sur Fabric. Microsoft a l'ambition d'être carbone neutre en 2030. Et en 2050, on veut que toutes nos émissions du passé, Microsoft a plusieurs années, soient, je vais dire, carbone positif et soient, je vais dire, retirées de l'environnement Mhm. pour qu'on soit positif à la fin sur l'existence entière de Microsoft. Donc ça, c'est important. Et on met beaucoup d'investissement dans cet aspect ESG. Et c'est là le lien avec Fabric, en fait. Fabric va vous aider à construire cette base de données
RSE, on va utiliser le terme en français, Hmm. et consolider toutes ces données. Pourquoi? Parce qu'une entreprise, comme tu l'as dit, il y a des normes européennes qui s'appellent CRSD, qui s'appellent Corporate Sustainability Report. Les entreprises devront fournir des rapports sur leur impact, je veux dire, environnemental d'un point de vue digital, mais aussi sociétal. D'où Microsoft, comme je l'ai dit au début du podcast, on est bon aussi à masteriser. Il y a Hmm. déjà des solutions existantes, mais on veut proposer aussi des solutions clients autour de ce sujet sustainability. Pourquoi? Parce que les entreprises veulent avoir un dashboard qui pourra piloter et comprendre ce qui se passe dans l'entreprise. On appelle ce dashboard Microsoft Sustainability Manager. C'est une solution SaaS aussi, où là, vous pouvez avoir toutes vos consommations CO2, d'eau et de déchets. Et l'idée, c'est qu'après, un dirigeant va pouvoir voir les opportunités économiques, de se dire, ben voilà, une usine dans le nord de la France consomme plus d'eau que dans le sud de la France. Pourtant, ils ont la même, je veux dire, structure. Hmm. Hmm. Pourquoi? Pourquoi j'ai ce coût supplémentaire en consommation d'eau et cet impact sur l'environnement supplémentaire alors qu'on a les mêmes types d'usines? Et en fait, grâce à cette intelligence de la donnée en question que vous consolidez dans Fabric et Microsoft Sustainability Manager, vous pouvez avoir un dashboard pour aller piloter et prendre des décisions au sein de l'entreprise. Donc, pour moi, c'est important aussi de voir Fabric. Certes, il y a la collecte du patrimoine de données, mais vous pouvez aussi aller sur des sujets RSE, adresser, je veux dire, des challenges dans vos entreprises. Ça peut être des challenges aussi de la part des gouvernements qui demandent du reporting. Donc, vous allez devoir extraire des reports aux normes ISO. Microsoft Sustainability Manager l'utilise en fait. Mhm. Et Microsoft Sustainability Manager a besoin de Fabric pour faire un One Lake autour des sujets sustainability, pour collecter les données CO2, d'eau et de déchets, ou ça peut être aussi des déplacements professionnels aussi. Et toutes ces données vont être collectées dans le ESG Data Lake, qui va être connecté à Microsoft Sustainability Manager, où là, vous pouvez avoir un dashboard pour aller piloter l'ensemble de vos émissions carbone ou impacts sociétaux. Je le fais très simple. Ça peut être un sujet qu'on peut parler 1 heure dessus, parce qu'il y a énormément de fonctionnalités, mais je voulais vraiment montrer le lien avec Fabric et que Microsoft investit énormément dans ces sujets RSE à l'heure actuelle, et c'est un sujet qui me porte à cœur aussi également. Oui, parce qu'en fait, au final, les clients peuvent utiliser la solution, le Microsoft Sustainability Manager, mais vu que Fabric, c'est une palette d'outils, c'est une boîte à outils, ils peuvent très bien faire même leur propre MCMSM, je sais pas si c'est un acronyme, ils peuvent même faire leur propre rapport de leur côté grâce à Fabric aussi. Donc c'est l'avantage. En fait, le Microsoft Sustainability Manager, il vient se plugger à quoi directement? À du Dynamics, à un ERP, il se plug à quel type d'information? En fait, vous pouvez le plugger en Power Query. Mhm. Donc ça, c'est important, un peu comme dans Fabric. Et en fait, c'est toute la technologie d'Azure avec tous les connecteurs de votre base de données. Mhm. Donc si tu as un One Lake, tu peux connecter ton One Lake que tu as construit exclusivement sur la sustainability. Et là, c'est best in class, quoi, on va dire ça Ouais. en anglais. Et là, tu peux aller fournir dans ce dashboard qui est préconstruit, qui est une solution SaaS, tu peux fournir ce dashboard en données que tu as créé grâce à ton One Lake. Donc ça, c'est un premier point. Après, sur la partie Dynamics, tu peux aller travailler sur le scope 3, en fait. Par rapport à tes fournisseurs, que j'ai expliqué, tu peux intégrer un workflow pour avoir aussi des données sur ton scope 3 en sustainability, en fait. Parce que souvent, l'entreprise peut évaluer son scope 1 et scope 2, mais scope 3 est très difficile à aller, je vais dire, mettre de manière tangible avec des chiffres et des données, en fait. Ok. Et Dynamics, intégré dans Microsoft Sustainability Manager, a cette solution-là avec un workflow spécifique sur la supply chain qu'on appelle ça, mais tu as la possibilité, Enzo, pour répondre à ta question. Ok. Super clair. Parfait. On,
Je pense on se dirige tout droit vers la fin de cet épisode, Alexandre et Kevin. Moi, j'ai une dernière question, mais Alexandre, peut-être avant de la poser, est-ce que tu avais, toi, des sujets que tu voulais approfondir? Mais c'était juste ouais, pour terminer là sur le point effectivement ESG, c'était de se dire donc évidemment j'imagine que tu collectes les données donc comme tu l'as dit directement de Microsoft Dynamics. Est-ce que tu as d'autres types de connecteurs justement pour récupérer donc par exemple l'électricité? Est-ce qu'il y a un connecteur EDF par exemple où tu viendras te connecter pour aspirer les données? Comment ça se passe sur la collecte? En fait, dans Microsoft Sustainability Manager, vous avez vraiment tous ces connecteurs de disponibles, en fait, avec toutes les D'accord. solutions sur le marché. Et voyez la plateforme comme un centre, je vais dire, un agrégateur pour aller chercher tous ces connecteurs, en fait. Et on a déjà cette base existante, en fait, hein. Là, tu me parles d'EDF, mais sur tous Oui. les autres aspects, on a déjà cette base existante parce que Microsoft travaille beaucoup de partenariats pour générer ces connecteurs, en fait. Et tout est existant. Bien sûr, le Ok, produit est en cours de, je veux dire, on rajoute aussi des fonctionnalités, bien sûr, bien sûr. mais par rapport au cas client, ils peuvent intégrer même une solution tierce dans Microsoft Sustainability Manager qui va collecter aussi cette donnée-là en question. Ok, oui, parce que par exemple pour l'eau, c'est plus compliqué aujourd'hui. Il n'y a pas de, alors, pas à ma connaissance, mais tu vois, d'avoir la consommation en direct de l'eau. Après, j'imagine que tu peux aussi faire peut-être du report un peu manuel ou déposer un fichier, voilà, Excel, et peut-être que ça vient aussi nourrir le Exact. dashboard. Tu as toutes ces options-là. Et il faut pas l'oublier que maintenant, on a beaucoup de capteurs hein, dans les Mhm. usines ou autres. Et en fait, la Faire de data, elle l'IoT. grandit parce que ben, je prenais un exemple que j'avais travaillé avec un client. Ben, je reviens à un exemple belge, mais c'était une usine de chocolat. Mais eux, ils voulaient savoir la température, est-ce qu'elle est stable du chocolat pour le packager, le mettre en boîte, je vais dire. Et ils ont besoin de capteurs, en fait, hein, pour avoir cette intelligence de données. Et s'ils font ça dans un One Lake avec Fabric, ils peuvent créer un dashboard en temps réel sur la température du chocolat. Après, ben, ça permet de contrôler la qualité du chocolat, mais aussi, tu peux aussi avoir ce capteur de se dire, ben, d'un point de vue sustainability, comment je peux optimiser ma chauffe de la citerne pour qu'elle reste à telle température et pas trop consommer d'électricité. Tu Mhm. peux vraiment aller plus loin dans la réflexion, en fait. Et pour moi, c'est là où on voit beaucoup d'entreprises maintenant, ben, avec la technologie, on a des capteurs un petit peu partout, il y a beaucoup de données, il faut pouvoir agréger cette donnée-là et pouvoir piloter pour avoir une décision data-driven, c'est ça l'objectif. Ouais. Super, bah, merci beaucoup pour les précisions sur la partie ESG. Kevin, je pense qu'on va terminer ce podcast avec la dernière question. Toi, ta vision de fabrique chez Microsoft, parce que moi, beaucoup de mes clients me disent, ouais, mais Microsoft, ils ont sorti encore un nouvel outil, c'est tout récent, alors que au final, ça s'appuie sur des fondations qui existent depuis des années, Power BI, Azure, donc on sait que c'est fonctionnel, que c'est robuste. Moi, j'en suis convaincu, Alexandre aussi, et toi aussi. Mais pour toi, ta vision de fabrique chez Microsoft, c'est quoi? Est-ce que ça va perdurer? Est-ce qu'ils ont annoncé que l'annonce de Microsoft Fabric était aussi importante que le set de SQL Server dans les années 2000? Mais toi, de ta vision de l'intérieur de Microsoft, comment tu perçois justement l'avenir de Fabric? Pour moi, c'est un game changer, hein, comme tu l'as dit Mhm. au début du podcast, hein. Donc, on voit que les entreprises ont beaucoup de challenges sur le data management. Ils ont énormément de données, du big data. C'était un peu la stratégie des dernières années. Pour moi, Fabric, c'est un facilitateur avec une solution SaaS que tu peux utiliser pour tout agréger en One Lake et pouvoir après être piloté d'un point de vue performance. Pour moi, c'est l'avantage concret. Et Microsoft investit énormément dans Fabric, en fait. Mhm. C'est le nouveau produit et tout est imbriqué avec toutes nos solutions M365, Dynamics ou autres. Donc pour moi, c'est un bon investissement. D'un point de vue client, c'est important. J'aime bien aussi cet aspect. C'est pas forcément un nouveau produit, mais pour moi, c'est une nouvelle manière de penser comment gérer tes données en fait. Et Mhm. c'est toute cette réflexion-là à avoir, de se dire, ben voilà, j'ai investi dans les produits Microsoft, ça marche pour le moment. Et c'est quoi le futur pour notre entreprise pour, je vais dire, agréger ces données et aller vers ce modèle de data management One Lake en fait. Ça demande une réflexion et
une autre vision dans le prisme de l'entreprise. Voilà, je peux mettre ça en place dans le futur et être innovant en fait. Donc pour moi, c'est là où il faut aller, si je puis résumer. Super. Ben écoute, merci beaucoup. Alexandre, je te laisse conclure. Et bah oui, bah, et la conclusion est la suivante. Merci beaucoup en tout cas pour ton intervention, Kevin. Ça a été très très clair. Je pense que tout le monde a aujourd'hui dans l'épisode a compris les intérêts de Fabrique, les différents piliers. On essaye de le répéter avec Enzo hein, de plus en plus. Voilà, c'est pas que nouveau Fabrique. Il y a aussi beaucoup de choses qui sont anciens et qui sont, on va dire, rassemblées aujourd'hui dans un Exact. nouveau nom. Euh, la partie ESG était vraiment très claire. Moi, j'ai pas encore eu l'occasion de la tester, mais j'aimerais beaucoup la tester. Tu m'as donné envie de la tester en tout cas, et c'est vraiment pour moi l'avenir. Je te rejoins là-dessus. De toute façon, ça va être obligatoire d'ici quelques années, et de plus en plus, il y aura une pression sur la publication justement de reports. Donc non, moi, je suis très content de t'avoir eu dans l'épisode en tout cas. Je pense qu'Enzo aussi. Enzo, je te laisserai du coup rajouter une petite phrase pour conclure. Et Yes, puis voilà. merci Kevin. Merci à toutes les personnes qui sont encore là à nous écouter aujourd'hui. Le podcast prend de plus en plus d'ampleur, donc c'est super. Et désormais, en plus, vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes, sauf Apple Podcast. On est encore en cours avec Alexandre de publier tout ça, mais on est sur YouTube, sur Apple, sur Amazon Music, on est sur Spotify, on est sur Deezer. Donc on a fait un peu le tour, je pense, de toutes les plateformes sur lesquelles vous pouvez nous écouter. Kevin, merci beaucoup. Alexandre, merci beaucoup. N'hésitez pas à nous mettre une note sur le podcast. Un 5 étoiles serait super. Ça nous donne beaucoup de visibilité. Et messieurs, ben, j'espère, Alexandre, à très vite. Parce qu'on a un prochain invité sur l'épisode 6 qui sera aussi un Microsoft Touchy, d'ailleurs, Kevin, Amar, qui est un profil très technique qui en parlera de licence et d'optimisation des coûts sur Fabric. Mais Kevin, en tout cas, merci de ta présence. Et je vous dis à très vite. À très vite et soyez curieux autour de la data and AI. Yes. Merci Kevin. Merci. Merci Alexandre. Au Salut. revoir. Ciao, ciao, ciao.